À 12 mètres de profondeur sous la bibliothèque privée de Gene Hackman, la lampe torche d'un agent du FBI éclaira quelque chose qui le figea sur place. Une porte en fer, sans poignée, sans charnière visible de l'extérieur, uniquement des rivets, de la rouille, et un cordon de soudure courant le long de chaque joint comme une cicatrice. Quelqu'un avait condamné cette porte depuis l'intérieur, des décennies plus tôt, et n'en était jamais ressorti. Tout ce que le bureau avait extrait de l'obscurité derrière elle n'était jamais censé voir la lumière du jour. Et ce que cela révèle sur l'un des hommes les plus secrets d'Hollywood va bouleverser la façon dont vous percevez les 30 dernières années de sa vie. La brèche, 26 février 2025. Peu après 11 heures du matin, un petit convoi de véhicules fédéraux s'arrêta devant un imposant portail en acier renforcé, dissimulé au cœur des forêts de pignons aux abords de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Derrière ce portail se trouvait un domaine privé évalué à 4 millions de dollars, propriété de l'acteur oscarisé Gene Hackman et de son épouse, la pianiste classique Betsy Arakawa. Personne n'avait vu ni entendu le couple depuis plusieurs jours. Les appels téléphoniques restaient sans réponse. Le personnel avait été refoulé. Un silence radio complet émanait d'une propriété qui, en temps normal, fonctionnait avec la rigueur d'une petite installation militaire. Ce n'est pas un membre de la famille, un ami, ni les forces de l'ordre qui donnèrent finalement l'alerte. C'est un homme à tout faire. Il déclara aux adjoints du shérif que le couple était selon lui décédé à l'intérieur. Les portails durent être forcés, les serrures durent être découpées. Ce seul détail dit aux agents que quelque chose clochait. Il ne s'agissait pas d'une propriété où l'on laissait accidentellement une porte ouverte. Chaque élément du domaine avait été conçu pour rester hermétiquement clos, à moins qu'une personne se trouvant à l'intérieur ne choisisse d'ouvrir. Lorsque les officiers franchirent enfin le seuil, ils s'attendaient à quelque chose de tragique, mais de banal. 2 personnes âgées s'éteignant discrètement dans l'isolement, ce n'est pas ce qu'ils découvrirent. Les corps de Gene Hackman et de Betsy Arakawa furent retrouvés à l'intérieur du manoir, accompagnés du corps de leur chien. Les enquêteurs confirmèrent par la suite que Betsy était décédée environ une semaine avant Gene. Sa cause de décès fut enregistrée comme une infection virale sévère. La sienne comme une insuffisance cardiaque avec facteurs aggravants, mort naturelle, affaire classée sur le papier. Mais la scène ne correspondait pas aux documents, pas même de loin. La contradiction que personne ne veut expliquer. C'est là que l'ensemble commence à se fissurer. Le département du shérif de Santa Fe déclara publiquement dès le premier jour qu'il n'y avait aucun signe de jeu criminel. C'est le langage habituel, celui destiné à étouffer une histoire avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Mais dans cette même déclaration, les autorités admettaient que la scène était suffisamment suspecte pour nécessiter une fouille légale complète de l'ensemble de la propriété. Relisez bien cela. Aucun jeu criminel, mais suffisamment suspect pour faire intervenir des équipes fédérales équipées de matériel d'imagerie thermique et de spécialistes en médecine légale. Ces 2 affirmations ne coexistent pas dans le même univers, et c'est précisément cette contradiction qui fissure toute l'histoire. La chronologie elle-même soulève des questions auxquelles personne n'a été disposé à répondre publiquement. Betsy mourut 7 jours pleins avant Gene. Cela signifie que Gene Hackman, un homme de 95 ans, était vivant dans cette maison avec le corps de son épouse défunte pendant près d'une semaine, sans appel à l'aide, sans tentative de contact avec le monde extérieur. Pas un seul message de la part d'un homme qui possédait encore, selon ceux qui le connaissaient, toutes ses facultés mentales pour soutenir une conversation entière quelques semaines seulement auparavant. Qu'est-ce qui peut condamner un homme au silence pendant 7 jours dans une maison avec le corps d'un être cher? La peur, le devoir, un deuil si profond qu'il paralyse, ou bien la conscience que demander de l'aide signifierait laisser entrer des étrangers, et que ces étrangers trouveraient ce qui se cachait en dessous. Avant d'aller plus loin, une chose doit être dite clairement. Si seulement la moitié de ce que les enquêteurs ont documenté sous ce domaine se trouve vérifié,
cela deviendrait l'une des découvertes les plus troublantes, jamais liées à la mort d'une célébrité dans l'histoire américaine contemporaine. Des sources ont obtenu le mandat de perquisition officielle. Ce que les autorités ont consigné à l'intérieur de cette propriété va bien, bien au-delà d'une enquête sur un décès. Car dissimulé derrière une cloison de la bibliothèque privée de Hackman, des agents fédéraux trouvèrent quelque chose qu'aucun membre du personnel, aucun voisin, ni aucune force de l'ordre local ne savait exister. Un tunnel condamné depuis des décennies. Et quoi que ce soit qui y était enfermé, quelqu'un avait déployé des efforts extraordinaires pour s'assurer que cela resterait enterré à jamais. Mais le tunnel n'était pas le pire. Ce qui attendait en bas était le pire. La forteresse sur la colline. Pour comprendre ce dans quoi le bureau s'est retrouvé sous terre, il faut d'abord comprendre ce qui se dressait au-dessus. La propriété de Gene Hackman n'était pas une maison au sens habituel du terme. C'était une installation. Une forêt dense enveloppait chaque côté du domaine. De hauts murs de pierre couraient tout autour du périmètre. Des détecteurs de mouvement étaient positionnés à chaque point d'accès. Des caméras thermiques, un système de surveillance fonctionnant 24 heures sur 24, dont la sophistication rivalisait, dit-on, avec celle de certains sites gouvernementaux classifiés. Le personnel avait été sélectionné avec soin, soigneusement contrôlé, et lié par des accords juridiques rédigés si strictement qu'aucun d'entre eux n'a jamais parlé publiquement de ce qui se passait derrière ces murs. Réfléchissez-y un instant. Des décennies d'employés, jardiniers, femmes de ménage, cuisiniers personnels, agents d'entretien, agents de sécurité privés, et pas une seule fuite, pas une seule citation anonyme. À l'époque des réseaux sociaux où des éboueurs publient des photos de poubelles de célébrités pour gagner de l'audience, ce genre de silence ne se produit pas par hasard, il est imposé. Les journalistes locaux, qui ont tenté de fouiller l'historique de la propriété au fil des années, se sont heurtés au même mur à chaque fois. Les demandes de permis de construire revenaient avec des sections entières caviardées. Les registres fonciers comportaient des lacunes qu'aucun greffier ne pouvait expliquer. Une chercheuse de la Santa Fe Historical Society aurait passé des mois à éplucher des actes fonciers liés au domaine, puis s'est brusquement arrêtée. Elle ne répondait plus aux appels, n'a jamais publié le moindre mot. Personne ne sait ce qu'elle a découvert, ni qui lui a discrètement demandé de cesser ses recherches. Une fois passées ces grilles, en revanche, l'intérieur était saisissant. Des couloirs ornés de chefs-d'œuvre originaux, des meubles datant de plusieurs siècles, des pièces ayant appartenu, dit-on, à des familles royales européennes. Des lustres réputés avoir été suspendus dans les salles d'anciens palaces, des jardins remplis de spécimens botaniques si rares qu'il n'existe que dans moins d'une douzaine de sites répertoriés sur Terre. La docteure Elena Vasquez, historienne de l'architecture à l'Université du Nouveau-Mexique, qui a par la suite participé à l'évaluation de la propriété, l'a formulée en des termes qui ont frappé fort. « J'ai documenté des propriétés dans tout le sud-ouest », a-t-elle dit. Celle-ci avait été conçue comme un musée construit à l'intérieur d'un complexe militaire. La beauté était authentique, mais les contre-mesures l'étaient tout autant. Cette combinaison ne se produit pas à moins que quelqu'un ne protège quelque chose de précis. Des images de caméras corporelles, rendues publiques seulement après une rare décision judiciaire d'un juge du Nouveau-Mexique, montrent des agents se déplaçant dans le manoir dans les heures suivant la découverte. Le silence sur la bande audio est immédiat et pesant, mais ce qui a le plus troublé les agents, ce n'était pas ce calme. C'était la preuve que quelqu'un avait été très actif à l'intérieur de la maison dans les heures ou les jours précédant l'arrivée des officiers. Des meubles traînés sur les parquets, des livres retirés des étagères et replacés dans le mauvais ordre, des tiroirs laissés entr'ouverts, un coffre-fort de chambre à coucher grand ouvert et entièrement vide. Quelqu'un avait fouillé cette maison de fond en comble, cherchant quelque chose ou tentant de le dissimuler. Puis les agents sont entrés dans la bibliothèque et toute l'affaire a basculé. L'accès dissimulé derrière une section précise du mur de la bibliothèque privée de Hackman était camouflé avec une telle précision qu'on aurait pu se tenir 1000 fois dans cette pièce sans jamais le remarquer.
Les agents ont découvert un mécanisme secret, pas une bibliothèque sur pivot, pas un loquet derrière un tableau. Il s'agissait d'un point d'entrée conçu avec ingénierie, nécessitant une séquence d'activation spécifique pour s'ouvrir. Celui qui l'avait imaginé voulait qu'il soit invisible pour quiconque ne savait pas déjà exactement où chercher et comment procéder. Derrière ce mécanisme s'ouvrait un étroit passage, des marches de pierre descendant dans une obscurité totale, aucune source lumineuse, aucune ventilation détectable, juste un conduit de pierre taillé, plongeant droit vers les profondeurs sous la propriété. Les agents sont descendus, la température chutait à chaque pas, l'air s'épaississait, humide, métallique, portant un goût de rouille et de quelque chose d'encore plus ancien. La condensation s'accrochait aux parois, leurs lampes torches balayaient les surfaces de pierre, et c'est alors que le premier frisson d'inquiétude les a saisis. Les murs étaient encouverts de marques, pas des graffitis, pas des ornements, mais des inscriptions précises gravées avec des outils et une intention délibérée. Certaines ressemblaient à des notations alchimiques, d'autres ressemblaient davantage à des plans techniques représentant des dispositifs et des mécanismes qui n'auraient logiquement pas dû exister à l'époque où ce tunnel avait été construit. Une section du mur présentait ce qui semblait être le schéma d'une machine sans équivalent moderne, des engrenages, des chambres, des conduits agencés dans des configurations qu'un technicien légiste a décrites plus tard dans ses notes comme une ingénierie venue de nulle part, et la construction elle-même racontait sa propre histoire. À proximité de l'entrée de la bibliothèque, la maçonnerie était propre, typique du milieu du XXe siècle, matériaux industriels, béton coulé en renfort, arêtes droites découpées à la machine. Mais plus les agents descendaient en profondeur, plus les murs devenaient grossiers, joints taillés à la main, renforcements primitifs, marques d'outils correspondant à un travail à la pioche et au ciseau plutôt qu'à tout outil motorisé. Marcus Devline, un ingénieur en structure qui a examiné des photographies divulguées de l'intérieur du passage pour une évaluation indépendante, a estimé que les sections les plus profondes pourraient avoir plus de 100 ans, voire bien davantage. Ce n'est pas le propriétaire de la maison qui a construit ça, a déclaré Devlin lors d'un entretien ultérieurement supprimé à la suite d'une demande juridique. La partie supérieure a été rénovée, modernisée, renforcée, mais le cœur de ce tunnel était déjà là. Hackman s'y est installé, il en a hérité. Puis ils ont atteint la chambre, un vaste espace souterrain figé dans le temps, d'anciennes caisses en bois empilées contre les murs. Certaines s'étaient effondrées sous l'effet du temps, répandant leur contenu sur le sol de pierre. Des documents jaunis, des objets métalliques rouillés, des artefacts ne correspondant à aucune époque ni à aucune origine identifiable. Un agent a soulevé le couvercle d'une boîte couverte de poussière et y a trouvé des photographies. Fragiles, recourbées sur les bords, des visages que personne ne reconnaissait, vêtus de tenues datant d'un siècle passé. Certaines photos montraient ce qui ressemblait à des réunions clandestines dans des pièces sans fenêtres. D'autres représentaient des lieux, des bâtiments, des espaces souterrains ne correspondant à aucun endroit répertorié dans les archives officielles. Sur l'une des images, un groupe d'hommes se tenait autour d'une table recouverte de cartes. Leurs expressions étaient tendues. Une ampoule unique suspendue au plafond projetait des ombres marquées sur leurs visages. Au dos de la photographie, quelqu'un avait inscrit une date à l'encre soigneuse, 1937, et à côté, un mot isolé dans une langue qui n'a toujours pas été identifiée. Des dossiers reliés en cuir étaient posés à côté des photographies, remplis de dates codées, de noms caviardés et de passages décrivant des événements qui semblent avoir été délibérément effacés des archives historiques. Certaines pages avaient été partiellement brûlées. Quelqu'un avait tenté de les détruire, puis s'était arrêté, soit volontairement, soit parce qu'il avait été interrompu. D'autres documents portaient des filigranes et des insignes liés à des organisations officiellement dissoutes depuis des décennies. Le volume considérable de matériel était tout simplement écrasant.
Les agents ont estimé qu'un catalogage complet de ce qui était entreposé dans cette chambre pourrait prendre des années, peut-être une décennie entière de travail minutieux de conservation par une équipe de spécialistes travaillant en équipes successives. Certains papiers étaient si fragiles qu'ils commençaient à se désintégrer dès qu'une main gantée les effleurait. D'autres pages, scellées dans des portefeuilles en cuir huilé, semblaient avoir été rédigées la semaine précédente. Cet écart dans la qualité de conservation laissait penser que la dernière personne à avoir accédé à la chambre savait précisément quels matériaux étaient sacrifiables et lesquels ne l'étaient pas. Parmi les objets récupérés figuraient 3 registres distincts rédigés dans un mélange de latin, de français et d'une écriture non identifiée que les linguistes ont jusqu'à présent refusé de caractériser publiquement. On y trouvait des cartes représentant le sud-ouest américain avec des frontières et des schémas de peuplement ne correspondant à aucune période historique documentée. Il y avait des fioles en verre scellé, au contenu inconnu, emballées dans de la paille. Figuraient également, selon un registre de preuves divulguées, 2 objets décrits uniquement comme instruments non identifiés, ne pas ouvrir. Mais voilà la partie pour laquelle personne n'était préparé. Les photographies, les documents, les caisses, tout cela n'était que perturbant. Ce qui attendait au fond de cette chambre, derrière tout le reste, relevait d'un tout autre ordre. La porte qui ne s'ouvre pas, profondément encastrée dans la paroi du fond de la chambre, au-delà des caisses et des dossiers épars, les lampes torches des agents l'ont découverte. Une porte en fer affleurant la roche. Pas de poignée à l'extérieur, pas de charnière visible, juste une surface d'acier corrodée avec des marques de soudure courant le long de chaque joint. Quelqu'un avait scellé cette porte de l'intérieur et avait pris toutes les précautions pour qu'elle reste fermée. La serrure n'avait pas été conçue pour empêcher les gens d'entrer. Elle avait été conçue pour retenir quelque chose à l'intérieur. Le FBI n'a rien dit publiquement sur ce qui se trouve derrière cette porte. Absolument rien. Pas de commentaire officiel, pas de fuite, pas de briefing anonyme accordé à un journaliste, à une époque où des documents classifiés font surface sur des serveurs Discord et où des images de surveillance interne se retrouvent sur les réseaux sociaux en quelques heures à peine. Ce niveau de confinement ne se produit pas par hasard. Il exige une suppression active et soutenue. Et cela vous dit quelque chose d'important sur ce que le bureau est en train de dissimuler. Voilà maintenant où les choses deviennent encore plus étranges. Le sol de la chambre n'était pas simplement recouvert de poussière et de pierres. Il était incrusté de motifs circulaires, des designs complexes et délibérés qui, vus du dessus, ressemblent à des cartes célestes. Des cartes stellaires gravées dans le sol par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Pas aléatoire, pas simplement décoratif. Ces motifs correspondaient à des alignements astronomiques précis, constellations, positions planétaires, trajectoires orbitales, le tout disposé avec une précision qui aurait exigé des connaissances mathématiques avancées et une instrumentation rigoureuse. Celui ou celle qui les avait gravés ne devinait pas. Il ou elle cartographiait quelque chose ou marquait quelque chose à l'intention de quelqu'un qui viendrait plus tard et saurait comment le déchiffrer. Les outils récupérés dans les caisses étaient tout aussi déconcertants, des gravures ne correspondant à aucun fabricant connu, ni à aucune période identifiable, des mécanismes internes si précis qu'ils auraient nécessité une technologie de fabrication qui n'existait tout simplement pas à l'époque supposée de la construction de ce tunnel. Un objet en particulier a retenu l'attention des spécialistes, un cylindre métallique tenant dans la paume de la main, avec des anneaux internes rotatifs, apparemment coulés d'une seule pièce, sans joint visible ni méthode d'assemblage discernable. Les techniques métallurgiques actuelles peinent encore à reproduire ce type de coulée monolithique à cette échelle. Le docteur James Whitfield, ancien analyste médico-légal du FBI, ayant passé 19 ans à traiter des preuves classifiées avant de prendre sa retraite, a examiné les détails accessibles au public et a prononcé des mots qui sont restés gravés dans l'esprit de tous ceux qui les ont entendus.
Quand une agence se tait aussi vite et aussi complètement, a déclaré Whitfield, cela signifie généralement l'une de deux choses. Soit ils n'ont rien trouvé et ils en sont gênés, soit ils ont découvert quelque chose de suffisamment significatif pour que la question de la divulgation ait été renvoyée au-dessus de l'équipe d'enquête. J'ai vu les deux situations. Celle-ci ne ressemble pas à de la gêne. Alors, qui était vraiment Gene Hackman? Un homme qui collectionnait des objets impossibles à expliquer? Le gardien d'un savoir que quelqu'un avait décidé de ne jamais laisser refaire surface? Ou avait-il hérité de ce monde souterrain de quelqu'un dont le fardeau était simplement devenu le sien? La réponse se cache peut-être dans le sol lui-même, et elle pourrait expliquer pourquoi lui et Betsy ne sont jamais sortis vivants de cette maison. Le point de départ, la terre sous Santa Fe. Le sous-sol du nord du Nouveau-Mexique n'est pas ce que la plupart des gens imaginent lorsqu'ils évoquent les galeries d'art de Santa Fe et les couchers de soleil sur le désert. Los Alamos, berceau de la bombe atomique, se trouve à quelques minutes de route sur l'autoroute. Le projet Manhattan, les essais nucléaires, la recherche militaire à budget noir, tout cela s'est déroulé à une distance facilement accessible depuis l'entrée de la propriété de Hackman. Pendant des décennies, les habitants ont échangé des récits sur des réseaux de transport souterrains, des bunkers oubliés creusés dans les mésas et des infrastructures bâties pour abriter les élites gouvernementales en cas d'effondrement civilisationnel. Des demandes soumises, en vertu de la loi sur la liberté d'information, ont discrètement confirmé que des constructions souterraines d'envergure ont bien eu lieu dans cette région au plus fort de la guerre froide. Leur étendue exacte reste classifiée, mais Richard Payne, consultant retraité du département de l'énergie ayant travaillé sur des évaluations d'installations dans le nord du Nouveau-Mexique dans les années 90, a livré un résumé glaçant dans un entretien enregistré. Il existe des systèmes sous ces mésas qui ont été construits pour survivre à la surface, a dit Payne. Certains ont été mis hors service, certains ont été scellés et d'autres ont tout simplement été oubliés, déconnectés de toute carte officielle, de tout dossier classifié. Ils sont juste passés dans l'obscurité. Voici maintenant ceux qui refusent de rester en place. La porte en fer au bout du tunnel de Hackman n'avait rien de décoratif. L'acier était de qualité militaire. L'espacement des rivets correspondait aux techniques de construction documentées utilisées dans les installations gouvernementales à haute sécurité érigées dans les années 1950. Si cela avait été une cave à vin ou un cellier, personne ne construit ça comme un coffre de banque. Si c'était un embranchement oublié d'un réseau gouvernemental bien plus vaste qui se ramifiait discrètement sous la région, cela change toute l'échelle de ce à quoi nous avons affaire. Les voisins ont toujours senti que quelque chose clochait. Margaret Calloway, qui possédait la propriété directement adjacente au domaine depuis 22 ans, se souvient encore des bruits, des vibrations basses fréquences à 2 ou 3 heures du matin. Pas de la plomberie, pas du chauffage, disait-elle. Elle en avait parlé à Hackman une fois, de façon anodine par-dessus la clôture en taillant une haie. Il lui avait lancé un regard qu'elle dit repenser encore la nuit, et lui avait simplement dit « Certaines choses valent mieux rester sous la surface ». Elle en avait ri sur le moment, elle ne rit plus. Il avait d'abord supposé une légère activité sismique. C'était un scientifique. Il voulait une réponse de scientifique. J'ai installé un sismomètre portable un été juste pour me prouver que j'imaginais tout ça, avait confié Delampe à un journaliste. Les relevés ne correspondaient à aucun schéma naturel. Ils étaient rythmiques, mécaniques. Quelque chose fonctionnait là-dessous selon un calendrier précis. Il avait déposé une plainte officielle pour nuisance banque sonore auprès du comté en 2019. Elle n'a jamais eu de suite. D'autres habitants de la zone se souviennent de camions non identifiés arrivant après la tombée de la nuit et repartant avant l'aube. Des visiteurs dans l'ombre, visages dissimulés, sans facture, sans logo, sans trace. D'anciens employés du domaine qui en sont partis et ont simplement disparu de la vie publique. Téléphone coupé. Comptes sur les réseaux sociaux effacés, comme si leur existence avait été silencieusement gommée. Une femme de chambre qui avait travaillé sur la propriété au début des années 2000
avait confié à une amie proche, avant sa propre disparition, qu'elle avait vu des choses dans la maison qu'elle n'était pas censée voir. Elle refusait de dire lesquelles. Elle avait quitté la région dans le mois qui a suivi. Son adresse de réexpédition s'est révélée être une boîte postale dans une ville où elle n'avait jamais vécu. Sa sœur, contactée des années plus tard par un chercheur documentaire, a indiqué que la famille avait reçu une seule carte postale d'elle en 2004 et plus rien depuis. Il y a aussi la question de la consommation d'eau de la propriété. Une demande d'accès au registre public d'utilité déposée par un blog de surveillance locale en 2021 a révélé que la consommation en eau du domaine avait été régulièrement et inexplicablement supérieure à ce que la taille du foyer pouvait justifier, suffisamment pour faire tourner une petite exploitation commerciale souterraine. Assez, en d'autres termes, pour alimenter des systèmes que personne en surface n'avait jamais vus. La ligne fantôme. Voici un détail qui a à peine retenu l'attention du public, mais qui devrait glacer tout le monde. Lors des rénovations qui ont mis à jour l'entrée du tunnel, les ouvriers ont découvert un système de communication secondaire câblé directement dans les murs du domaine. Pas une ligne téléphonique, pas un câble Internet. Un circuit fermé reliant la maison principale directement à la chambre souterraine. Un câblage ancien, antérieur aux télécommunications modernes de plusieurs décennies, mais fonctionnel, entretenu, opérationnel jusqu'au jour où le bureau est intervenu. Quelqu'un avait maintenu cette ligne en vie pendant des années, communiquant avec ce qui se trouvait dans ce tunnel via un canal impossible à surveiller, à enregistrer ou à intercepter depuis l'extérieur. Dans une maison déjà équipée d'une surveillance numérique de pointe, ce système était totalement hors réseau. Une ligne fantôme courant dans les murs comme un système nerveux que personne n'était censé percevoir. Qui se trouvait à l'autre bout de cette ligne? Qu'est-ce qui était si important au point d'exiger un canal invisible au reste du monde? Le silence. La version officielle est que Gene Hackman est mort d'une insuffisance cardiaque à 95 ans. Plausible sur le papier, mais les documents n'expliquent pas pourquoi un couple ayant accès à certains des meilleurs soins de santé privés au monde s'est isolé aussi complètement dans ces derniers jours. Aucun appel de médecin, aucun contact d'urgence, aucun personnel sur les lieux. Le système d'alarme périmétrique était resté actif, mais les caméras intérieures avaient été désactivées manuellement. 2 personnes seules dans une forteresse, mourant dans le silence, pendant qu'un caveau souterrain scellé reposait à 12 mètres sous leurs pieds. Le lien entre le tunnel et les décès demeure l'élément le plus déconcertant de toute cette affaire. Ont-ils été réduits au silence parce qu'ils en savaient trop? Quelqu'un a-t-il emprunté ce passage pour pénétrer dans le manoir sans être détecté? Ou bien quelque chose avait-il changé? Quelque chose qui aurait finalement convaincu Hackman que ce qu'il avait protégé toute sa vie n'était plus en sécurité. Voici maintenant le détail qui hante chaque enquêteur ayant touché à ce dossier. L'entrée du tunnel dans la bibliothèque n'était pas condamnée quand les agents l'ont découverte. Le mécanisme avait été actionné récemment. Gene Hackman, un homme au milieu de ses 90 ans, était descendu dans ce passage froid et humide peu de temps avant sa mort. Pourquoi? Que venait-il vérifier? De quoi avait-il peur? Ou bien, et c'est la question que personne ne veut formuler à voix haute, se cachait-il de quelque chose qu'il savait avoir finalement été retrouvé? L'homme chaleureux derrière la forteresse. Voici ce que les gens oublient à propos de Gene Hackman. Avant qu'il ne devienne un reclus, avant la forteresse et le silence, il était l'une des présences les plus chaleureuses du cinéma américain. Son barbier à Santa Fe a confié à un journaliste local que Hackman venait toutes les quelques semaines, s'installait toujours dans le même fauteuil et parlait des romans d'Hemingway et du temps qu'il faisait dans le Kansas où il avait grandi. Il donnait le double de pourboire. Il connaissait par leur prénom les enfants de chaque employé. Au marché de producteurs locaux, les vendeurs le reconnaissaient au premier coup d'œil. Il achetait des piments verts en grande quantité et plaisantait, avec une autodérision sincère, sur son espagnol désastreux. Il soutenait des programmes d'alphabétisation locaux. Il rédigeait discrètement des chèques en faveur d'un refuge animalier voisin. Ce n'était pas un homme qui avait choisi l'isolement parce qu'il n'aimait pas les gens. Il l'avait choisi parce que quelque chose lui avait donné le sentiment qu'il n'avait pas d'autre option. Aujourd'hui, sachant ce qui se trouvait sous sa maison, ce choix prend une dimension qu'il n'avait jamais eue auparavant.
De French Connection à Ennemi d'État, Hackman a passé sa carrière à incarner des hommes pris au piège dans des conspirations dont ils ne pouvaient pas s'échapper. Des agents fédéraux, des hommes paranoïaques chargés de surveillance dans Conversations secrètes de Coppola, des journalistes, des enquêteurs, des lanceurs d'alerte, des hommes coincés dans les rouages d'institutions bien plus grandes et bien plus anciennes qu'ils ne l'imaginaient. Peut-être que tout cela n'a jamais été simplement du jeu. Peut-être qu'ils comprenaient quelque chose que le reste d'entre nous n'a toujours observé que de l'extérieur. Ce qui vient ensuite, les équipes médico-légales du FBI travailleraient encore sous la propriété, analysant chaque artefact, chaque document, chaque symbole gravé dans ces murs. Détection d'ADN, relevé de résidus invisibles, décodage cryptographique de messages laissés sur du papier qui se désintègrent au moindre contact. Ils ont fait appel à des spécialistes, issus de disciplines qui ne se croisent habituellement jamais. Des linguistes, des métallurgistes et même des astronomes consultés discrètement pour interpréter les cartes stellaires gravées dans le sol de la chambre. Si ces indices mènent finalement à des noms précis, des organisations identifiables, des événements historiques concrets, cette affaire ne fait pas simplement la une des journaux, elle explose. Mais les autorités ne disent pas un mot. Leurs déclarations sont vagues, chirurgicales, manifestement conçues pour ne rien révéler d'essentiel. Et ce silence en dit bien plus que n'importe quelle conférence de presse. Réfléchissez-y un instant. Des mois se sont écoulés depuis la découverte initiale. Dans toute enquête ordinaire, certaines informations finissent par fuiter, des conclusions préliminaires, des sources anonymes, des briefings officieux accordés à des journalistes autour d'un café. Ici, rien, zéro. Le verrouillage de l'information autour de ce tunnel est plus hermétique que tout ce qui entoure les décès eux-mêmes, ce qui signifie que ce qui se trouve là-dessous n'est pas seulement historiquement significatif, c'est opérationnellement sensible. Quelqu'un, quelque part, a pris la décision que le contenu de cette chambre est encore aujourd'hui suffisamment dangereux pour justifier une mise sous cloche totale. Pas en 1950, pas pendant la guerre froide. Aujourd'hui. Les portes qui n'étaient jamais censées s'ouvrir. Sous les manoirs des puissants, sous les forêts, les montagnes, les villes tranquilles que nous croyons connaître, il existe des portes qui n'étaient jamais destinées à être ouvertes. Gene Hackman a gardé l'une de ces portes pendant des décennies. Il a bâti toute son existence autour d'elle. Les murs, les caméras, le silence, les accords juridiques, le personnel qui disparaissait, l'isolement total. Il a porté ce fardeau depuis le sommet de sa carrière jusqu'au dernier jour de sa vie. Il l'a porté à travers les Oscars et les tournées de presse. Il l'a emporté avec lui dans sa retraite quand il a troqué le cinéma contre la peinture et les romans tranquilles. Il l'a emporté durant la dernière semaine glaciale de son existence, lorsqu'il est resté seul dans sa forteresse avec le corps de sa femme, et qu'il a choisi de ne pas décrocher le téléphone. Et maintenant il est parti. La dernière personne à connaître chaque couloir de ce tunnel, chaque caisse dans cette chambre, chaque marque gravée sur ces murs a disparu. Et ce qui se trouve derrière cette barrière de fer soudée, à 12 mètres sous sa bibliothèque, n'est plus sous sa protection. La vraie question n'est pas de savoir si le FBI sait ce qui se trouve là-dessous. Ils le savent. La question c'est, qu'est-ce qui pourrait être à ce point dangereux, déstabilisateur, fondamentalement menaçant pour ce que nous croyons savoir de ce monde, au point qu'ils préfèrent garder un silence total plutôt que de dire au public ce qu'ils ont trouvé derrière cette porte? À votre avis, qu'y a-t-il de l'autre côté? Hackman était-il le dernier gardien de quelque chose enfoui bien avant sa naissance? Ou bien était-il son ultime prisonnier, purgeant une peine héritée le jour où il a tourné la clé pour la première fois? Déposez votre théorie dans les commentaires, parce que je les lis tous sans exception. Et si vous voulez être là au moment où le prochain élément de cette histoire éclate au grand jour, appuyez sur ce bouton d'abonnement avant de faire défiler votre écran. Quelque part derrière une porte de fer dans le désert du Nouveau-Mexique, quelque chose attend encore. Cela attend depuis des guerres, depuis des présidences, depuis la montée et la chute d'empires qui se croyaient éternels. Reniflement. Cela a attendu en silence sous les bottes des hommes qui ont construit la bombe atomique à quelques kilomètres de là.
Cela a attendu sous les pneus de chaque camion banalisé qui remontait cette allée après minuit. Cela a attendu sous l'un des visages les plus reconnaissables du cinéma américain pendant près de 30 ans. Et le silence, finalement, n'a jamais voulu dire la même chose que la sécurité. À très bientôt.